Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Il avait la répartie facile et la formule caustique. Salif Dimfado Savadogo, député du CDP pendant 20 ans, s'est éteint à l'âge de 57 ans. Les députés sur le chantier de bitumage, la route 14, à 3 mois de la fin contractuelle des travaux, ils ont pu mesurer les chemins parcourus par l'entreprise. La collecte des amendes de carité, importante source d'entrée d'argent pour les femmes, encadrées dans leur activité par l'Union des productrices de carité, IPROCA. Ainsi donc, Dim Salif a tiré sa révérence dans la nuit de lundi à mardi à l'âge de 57 ans. De son vrai nom, Salif Dimfado Savadogo, l'homme a marqué l'histoire politique du Burkina ces 30 dernières années. De 1992 à 2012, il a été député et pendant de nombreuses années, président du groupe parlementaire CDP à l'Assemblée nationale. Retour sur la carrière et la vie de Dim Salif avec Sie Sylvestre. Il aura été de toutes les législatives de 1992 à 2012. Pendant longtemps, il a été président du groupe parlementaire CDP et vice-président de l'Assemblée nationale. L'honorable Salif Dimfado Ouedraogo, surnommé Dim Salif, est mort dans la nuit du lundi 2 au mardi 3 septembre à Ouagadougou. Pour lui, il n'y avait pas de réussite personnelle. Une réussite, elle doit profiter au maximum de personnes. Tant que la réussite est personnelle, ce n'est pas une réussite. Et un savoir, pour lui, quand on l'acquiert, il faut le partager. Tant que tu le gardes pour toi, ce n'est pas un savoir. C'était sa devise comme ça. Ces derniers temps, l'homme était devenu rare sur les antennes, pratiquement invisible dans les grands rendez-vous politiques. Sa voix aura manqué au débat sur le Sénat et sur les récentes réformes politiques. Une absence due sans doute à la maladie. Voici une de ses dernières interviews réalisées lors d'un atelier du Parlement de la CEDEAO. Avoir des commissions qui étudient le MAEP, qui comprennent davantage comment est-ce qu'il faut organiser le dialogue social au niveau des majorités, au niveau de l'opposition, au niveau des partenaires sociaux, pour faire en sorte qu'un nouveau dialogue puisse s'installer. Natif de la province de San Matenga, historien, diplômé de l'école des hautes études politiques du Parti communiste tchèque, Dim Salif aura contribué à écrire l'histoire politique du Burkina au cours de ces 30 dernières années. À l'avènement de la Révolution, il est membre des comités de défense de la Révolution CDR. À la veille de l'avènement de la 4e République, il participe à la fondation de l'EDOPMT, l'Organisation pour le développement et le progrès, mouvement du travail, qui va devenir en 1996 le Congrès pour la démocratie et le progrès après la fusion de l'EDOPMT avec d'autres partis d'obédience sociale démocrate. Sous le Front populaire, il assume de hautes fonctions à la présidence du FASO. Il est l'inspecteur général du contrôle immobilier. Dim Salif s'illustre comme un ardent défenseur de la cause de son parti. Partout, sur les plateaux de télévision, dans les conférences de presse, il explique et défend les positions du parti majoritaire, notamment la non-limitation des mandats présidentiels. Si pour la durée d'un mandat et pour l'âge de l'acteur politique, cela pouvait se justifier en raison de l'expérience qu'il faut acquérir avant la gestion des affaires, nous avons estimé que le nombre de mandats ne devait dépendre que du peuple, puisque nous-mêmes, nous disons dans la Constitution que le peuple est le seul souverain. Dim Salif faisait partie des stratèges et membres influents du CDP. Dans le précédent bureau exécutif du parti, il occupait le poste de secrétaire exécutif adjoint aux consultations électorales. Au Parlement, où il siège successivement 20 ans durant, il est présent dans les débats politiques relatifs aux réformes politiques. En 2008, il est le rapporteur de la commission ad hoc sur le financement des partis politiques, des campagnes électorales, du statut de l'opposition. La loi portant statut de l'opposition porte son nom. À 56 ans, Dim Salif avait sans doute encore plein de projets, de convictions et d'idées à défendre. Mais la mort en a décidé autrement. Veuf depuis maintenant 6 ans, il laisse derrière lui un enfant, une fille âgée de 25 ans. Nos sincères condoléances à la famille éplorée. Il reste encore 3 mois à l'entreprise Ebomav pour achever, selon le contrat, les travaux de construction et de bitumage de la route d'Edougou-Koudougou. Vendredi dernier, les députés étaient sur le chantier pour apprécier son niveau d'exécution et s'imprégner des difficultés rencontrées sur le terrain. Reportage Sylvain Verbamba. Nous sommes sur la route Koudougou-Edougou en construction depuis 2010. Les travaux exécutés à un taux global de 81,62% accusent un certain retard. Les députés de la Commission du développement économique et de l'environnement COUD veulent comprendre.
Ici à Tenado, 25 km de Koudougou, les populations attendent toujours le bitumage de la route. Sur 129 km de long, 17 km sont encore en terre rouge. Il reste 3 mois pour finir ce tronçon et il y a environ 17 km où il n'y a toujours pas d'asphalte posé. On a constaté que les ouvriers n'avaient pour la majorité pas de chaussures, les bottes de protection, les gilets des chantiers, les casques. Nous avons regardé la route en venant et je crois qu'il y a quelques-uns qui ont eu des préoccupations qu'ils ont posées aux techniciens et qui ont également donné des réponses. Nous avons également noté un grand retard dans l'exécution des travaux qui sont essentiellement liés à la non-maîtrise des risques de projet depuis la conception jusqu'à la réalisation. Nous avons trouvé qu'il y avait trop de virages. Et dans la construction, ils n'ont pas tenu compte justement de la dangerosité de ces virages. Ensuite, ce qui nous a préoccupé aussi, c'est le problème environnemental. Beaucoup d'arbres ont été coupés, mais on n'a pas vu un seul arbre qu'ils sont en train de mettre en place pour remplacer ceux qu'ils ont coupés. L'entreprise en charge des travaux explique la situation par des problèmes d'approvisionnement en eau du chantier et des problèmes de qualité des matériaux à mettre en œuvre. Les travaux sont en cours d'exécution. Nous sommes à peu près à un taux d'exécution de 80%. Et notre date butoir pour la fin des travaux est pour le 30 novembre. En tout cas, nous sommes en train de nous atteler avec l'entreprise pour pouvoir respecter effectivement ce délai. À la hauteur du pont sur le fleuve Moon, le transport sur route bitumée reprend ses droits jusqu'à la cité de Bangui. Les vents violents ne pourront rien contre ces poteaux électriques en béton armé remis aujourd'hui à la Sonabel. La société préfabriquée du Faso vole ainsi au secours de la nationale d'électricité avec 52 poteaux d'une valeur de 8 millions de francs CFA. Une démarche en faveur d'une électricité à moindre coût. Reportage Sié Sylvestre. Sur le réseau de distribution de la nationale de l'électricité, on aura bientôt aux côtés des poteaux en fer, des poteaux en béton armé. 52 poteaux en béton de classe A d'une valeur de 8 millions de francs CFA ont été offerts à la Sonabel par la société préfabriquée du Faso, l'entreprise Kanazou et Frères. Des supports électriques produits dans cette unité de fabrication des matériaux de construction située à quelques encablures de Ouagadougou grâce à l'expertise et à la matière première locale. Le matériel électrique vient de l'extérieur, donc c'est systématiquement importé, rien n'est fabriqué sur place. Du coup, ça fait une très grosse fuite de devises. Donc, si on a une telle initiative qui permet d'utiliser essentiellement du matériel local et de la main-d'œuvre locale, ça fait un très grand apport pour l'économie. Compte tenu du fait que ça soutient des ouvrages qui sont dangereux, il y a des normes qui sont mises en place pour permettre en tout cas que ce matériel respecte les règles de sécurité et permettent de faire le travail que ça doit être fait. Donc nous étions venus auparavant, on a fait les essais nécessaires et on a constaté que les essais ont montré que ce matériel est de très bonne qualité et respecte la norme. Ce don marque le début d'un partenariat entre les entreprises Kanazou et Frères et la Sonabel. Un partenariat au service du développement du Burkina Faso. C'est la Sonabel qui est l'unique concessionnaire en matière d'électrification de notre pays. Et nous pensons que si nous produisons les poteaux électriques, c'est la Sonabel qui peut acheter. Et en ce moment, c'est notre partenaire privilégié parce que c'est la Sonabel qui peut nous faire effectivement continuer de produire. C'est la Sonabel qui peut nous faire aider ce pays à lutter contre le chômage, à développer effectivement son économie. L'électrification participe au développement, participe à l'amélioration de la vie de nos citoyens. Selon les responsables de l'usine préfabriquée du Faso, l'unité de production est en mesure de réaliser tout type de poteaux électriques suivant les normes conventionnelles internationales. La capacité de production est d'une 50aine de poteaux par jour. Grâce au partenariat avec la Sonabel, l'usine entend augmenter ses capacités de production par l'installation de nouvelles machines. La Sonabel, elle, espère qu'en plus de la qualité, les prix des poteaux seront intéressants.
La valeur de ces poteaux varie entre 165 000 francs CFA et 200 000 francs CFA l'unité. Le médiateur du Faso, une institution au service du citoyen, a entrepris d'aller à la rencontre des populations pour se faire connaître davantage. À Bobo Dioulasso, une formation sur ses missions et attributions a été organisée hier. Reportage à Bobo, Sanoua, Christine Koulibaly. Près de 20 ans après sa création, le médiateur du Faso semble encore une institution mal connue de beaucoup de Burkinabés. Cette formation vise donc à faire découvrir davantage cet organe de médiation aux citoyens, notamment en ce qui concerne sa mission, ses attributions et son mode de saisine. Le médiateur du Faso intervient dans le dysfonctionnement de l'administration. Un citoyen qui estimera à l'occasion du fonctionnement d'une administration ou d'un service, d'un organisme investi d'une mission de service public qui n'a pas fonctionné conformément à sa mission peut saisir le médiateur du Faso. La formation aurait également permis aux participants de savoir que le médiateur du Faso n'est pas habilité à intervenir dans des problèmes politiques d'ordre général ni dans une procédure déjà engagée en justice. C'est vrai que le nom médiateur veut dire effectivement faire une médiation, mais on ne connaissait pas en fait de long en large ce qu'il faisait. C'est une structure vraiment, j'allais dire, que tout le monde doit connaître parce que tout le monde a besoin du médiateur du Faso. Et il y a eu beaucoup d'innovations, on ne le savait pas. Il a fallu que je sois ici pour avoir beaucoup d'informations sur les innovations apportées à la structure. La constitutionnalisation en 2012 du médiateur du Faso est perçue comme une innovation majeure à saluer. Mais les défis restent encore énormes. L'institution est très faiblement représentée à l'intérieur du pays. À cela, il faut ajouter l'insuffisance de moyens matériels et financiers qui limitent les actions du médiateur du Faso. Des acteurs clés dans la lutte contre le tabagisme bénéficient d'une formation à Ouagadougou à l'initiative du ministère de la Santé. Il s'agit de donner l'information juste et scientifique et susciter un partage d'expérience sur les stratégies à mettre en œuvre pour faire échec aux industries du tabac. Oswald Gaïtan Segda Ramatouzida, reportage. Barrer la route à l'industrie du tabac, c'est ce à quoi réfléchissent ces conseillers techniques de ministère et autres acteurs de la société civile. Pour y arriver, il leur faut maîtriser la législation dont l'article 5.3 de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac. Cet article dit que chaque pays ayant ratifié la Convention cadre pour la lutte anti-tabac se doit donc d'éviter l'ingérence de l'industrie du tabac dans les programmes, les plans, les stratégies, afin que la lutte anti-tabac au niveau des pays soit efficace. L'objectif est donc de rester vigilant face à la tactique de l'industrie du tabac qui cherche à retarder la mise en œuvre de la Convention. Nous voyons ci et là des agitations de l'industrie qui visent à saper cet effort des gouvernements. Ces gouvernements veulent protéger la santé des populations et donc il faut renforcer les capacités des différents acteurs, surtout les conseils juridiques et techniques des ministères et de la société civile, afin qu'ils soient plus outillés pour comprendre mieux ces stratégies de l'industrie afin de les contrer et que la santé soit primée au détriment des intérêts économiques qui sont beaucoup plus illusoires. 177 pays dont le Burkina ont ratifié la dite convention. Son objectif est de protéger les générations présentes et futures des effets dévastateurs du tabac. Une activité qui occupe les productrices en marge des travaux des champs, c'est la collecte des amendes de karité. C'est une source importante de revenus en milieu rural. L'Union des productrices de karité du Burkina, l'UPROCA, travaille à mieux structurer cette activité et à la rendre plus génératrice de revenus pour les femmes. Adima David Tombiano, précision. L'Union des productrices de karité du Burkina a établi ses quartiers généraux au quartier Kalgondin à Ouagadougou. Ici, des femmes travaillent à transformer l'amande de karité, à en faire du beurre pour la consommation locale et pour l'exportation. Madame Assetou Nikiema supervise la production depuis la collecte des amandes sur le terrain, une activité qui mobilise près de 4500 femmes à travers 15 provinces du Burkina. Si elles achètent ou elles collectent un sac d'amandes, nous on achète parce que nous sommes dans le commerce équitable. Donc on achète le kilo de l'amande à 500 francs. Et si c'est le commerce conventionnel, le kilo dépend du marché.
Parce que là, ça varie entre 200, 250, il n'y a pas de prix fixe. La rémunération des femmes et de l'association en fonction de la demande sur le marché international, elle dépend des commandes des laboratoires et de l'industrie des cosmétiques. Pour être admise dans ces cercles, il a fallu investir pour assurer la qualité. Les femmes de l'UPROCA ont appris à travailler selon les normes du commerce équitable. Il faut suivre la traçabilité des produits. Depuis la collecte sous l'arbre, elles ont des fiches de collecte. Chaque jour qu'elles aillent, il faut pointer. La quantité que tu gagnes, il faut pointer. Les amendes, la parcelle même doit être positionnée par GPS. Le nombre de qualités qui se trouvent sur la parcelle, elles doivent connaître le nombre. Et chaque productrice a un code. Donc si vous prenez un sac, vous pouvez retracer ça jusqu'à la collectrice au niveau village. La SNV nous a formés à être nous-mêmes, à nous confirmer dans ce que nous faisons. Dans ce processus de garantie de la traçabilité, être alphabétisé s'impose comme une obligation. L'alphabétisation et la production se posent tout naturellement aux yeux de Mme Nikema et de son organisation comme un programme de portée hautement économique. Difficile démarrage de la campagne cotonnière dans le sud-ouest, précisément dans la zone de Diebougou. L'installation tardive des pluies n'a pas permis aux semis de germer à bonne date. Ces débuts hésitants n'empêchent pourtant pas les producteurs d'être optimistes quant à une bonne campagne cotonnière. L'une des particularités des champs de coton de la région de Diebougou, c'est que les parcelles sont hétérogènes. Les stades de préfloraison, floraison, capsulaison et même maturation se côtoient dans un même champ. Cela serait dû à un début de campagne difficile qui a occasionné des ressemis. J'ai dû faire 3 semis à cause du manque de pluie. Heureusement, la société nous a régulièrement ravitaillés en semences. Et depuis le début du mois d'août, les choses évoluent bien. Mais il y a eu des semis, mais comme il n'y a pas eu de pluie, ces semis-là ont cramé et ils étaient obligés de faire des ressemis. Donc c'est une de nos grosses difficultés comme ça. Et également, vous verrez aussi dans les parcelles qu'il y a un problème de densité. Parce que tout le monde ne reprend pas les poquets vides. Ici, l'on est loin des grandes superficies rencontrées dans la boucle du Moumoun, car 63% des producteurs sont encore à la Daba. Seuls quelques-uns comme Pascal Sommet possèdent des charrues et des tracteurs. Avec ces matériels, j'ai semé 14 hectares de CGM. J'ai fait le dernier semis le 20 juin et je n'ai pas encore terminé les traitements. Néanmoins, j'espère récolter environ 17 tonnes de coton. Si on se réfère un peu à la campagne écoulée et en se basant sur le rendement qui est de 969 kg à l'hectare, si on affecte ça à nos superficies, nous sommes autour de 34 000 tonnes que nous attendons cette année dans la région du Sud-Ouest. Pour atteindre cet objectif, le chef de région exhorte les producteurs à bien entretenir leurs parcelles. Le peu que nous avons pu réaliser, il faut qu'on arrive à le sauver. Une capsule qui naît, il ne faut pas qu'elle meure. Il faut qu'elle donne du coton. Donc, lutter contre l'enherbement, continuer les traitements, passer de temps en temps dans les parcelles, faire des observations eux-mêmes, essayer de respecter les calendriers de protection phytosanitaire. Au total, 36 000 hectares ont été emblavés dans la région cotonnière de Diebougou, soit environ 88% des prévisions qui étaient de 41 000 hectares. Les variétés sont à 50% conventionnelles et 50% génétiquement modifiées. La protection de l'environnement est une bataille dans laquelle s'est engagé Seydou Bikenga de Nagrengo. Le célèbre guérisseur burkinabé marque sa reconnaissance à la nature qui lui permet de soigner à travers les plantes en favorisant une vaste campagne de reboisement dans la commune de Pibaoré dans le San-Matenga. Reportage Wendata Nathalie Kaore. Cela fait 37 ans que le cheikh Seydou Bikenga soigne des malades à base de plantes. Conscient de l'impact de son activité sur l'environnement, il est allé dans son village natal remettre des plantes de différentes espèces. À l'image du chef de Pibaoré, ce sont 56 chefs des villages de cette commune qui recevront des plants à mettre en terre dans leurs localités respectives. Et pour les inciter à bien entretenir leurs plants, le cheikh Bikenga a promis des infrastructures sanitaires et scolaires aux 2 premiers villages qui réussiront à faire survivre les plants remis.
Chaque village aura 100 plants à mettre en terre. Nous allons faire le tour plus tard pour constater l'évolution de ces plants dans chaque village. Le village qui aura le mieux entretenu les arbres, nous lui donnerons un centre de santé. Le village qui se serait classé deuxième aura une école. Nous prenons cet engagement aux yeux du monde entier. Le chèque est soutenu dans cette optique par les autres ressortissants de Pibaoré et par le club Les Amis de la Nature, un regroupement de jeunes qui fait de la protection de l'environnement une de ses occupations de vacances. La plupart des membres du club La Nature sont des amis du Cheikh Bikinra Sirou. C'est son village natal Pibaoré. Et la première initiative que nous avons organisée, il a eu l'idée de nous dire d'aller dans son village pour que il puisse donner l'expérience à ses frères et à ses sœurs. Nous avons distribué 56 fois 100 arbres, 5600. Il ne suffit pas de planter des arbres, effectivement, mais nous allons mettre des moyens, nous allons voir avec les jeunes qui sont engagés devant vous pour entretenir ces plantes que nous avons mis. C'est vrai que 5000 plants pour entretenir, ce n'est pas facile. C'est comme si vous avez 5000 bébés. En plus des plants remis au chef coutumier, un bosquet de 500 plants sera constitué à proximité du champ du président du Faso à Pibaoré. Ce champ de 4 hectares sur lequel poussent actuellement des spéculations telles que l'arachide et le haricot sera remis officiellement à son propriétaire dans les jours à venir. Reboisement toujours, l'Union nationale des dozo et tradipraticiens du Burkina a initié une caravane de reboisement à Kassoum dans le Sourou, une mobilisation en faveur de la biodiversité et de la protection de l'environnement accueillie avec satisfaction par les autorités communales. Moussaki Ramatouzida. Heureux sont ces dozos qui ont accompli une œuvre utile envers la nature. À Kassoum, dans le Sourou, dozo et tradipraticiens se sont retrouvés pour poser un acte de restauration de l'environnement avec plus de 2000 plants. Nous, les dozo, nous utilisons beaucoup les plantes en tant que dozo et dozo tradipraticiens. Mais si nous ne protégeons pas l'environnement, les quelques espèces des animaux qui sont en voie de disparition ne trouveront plus de refuge. Et en plus, en dehors de ça, il y a le désert qui ne fait qu'avancer. Sans environnement, sans forêt, c'est sans dozo. Le maire de la commune de Kassoum a pris l'engagement d'assurer la protection de ces plantes pour le bonheur de la population de cette localité. Pour que ces arbres ne meurent pas, je pense qu'il y a une seule chose à faire, c'est de voir comment il faut entretenir. Entretenir, cela suppose qu'on protège ces plantes, qu'on les arrose et que dans un an, on a un taux de réussite de plus de 90%, à défaut de 100%. Et au niveau de notre commune, en tout cas, nous allons prendre l'engagement de veiller à ce que ces plantes-là ne meurent pas. C'est dans une ambiance festive que dozo et tradipraticiens se sont quittés. Ils entendent poursuivre cette action de reboisement dans les 45 provinces du Burkina. L'église évangélique Sim de Fada vient de boucler à Koupéla un camp d'évangélisation à l'intention de ces jeunes chrétiens, une retraite qui a permis de leur dispenser des enseignements théoriques et pratiques pour qu'ils puissent désormais porter la parole du Christ à leurs semblables. Reportage Ramatouzida. À Koupéla, ces jeunes des églises évangéliques sont à l'école de l'évangélisation. Des aînés, ils acquièrent les rudiments nécessaires pour mieux reprendre la bonne nouvelle du Christ et faire de nouveaux disciples. C'est de créer un cadre d'épanouissement, de formation pour nos membres et aussi pouvoir vraiment faire une campagne d'évangélisation où nous allons annoncer la parole de Dieu. Comme notre thème le dit, Dieu a envoyé Jésus-Christ et lui aussi il nous envoie dans cette ville de Koupéla. Louanges, prières et prédications ont été les temps forts de ce camp d'évangélisation. Les enseignements ont surtout porté sur les différentes méthodes de propagation de l'évangile. Nous attendons au sortir donc de ce présent camp que tous les jeunes puissent retenir les différents enseignements pour que la jeunesse de l'église évangélique Sim aille de plus en plus loin. Plus de 200 campeurs étaient présents à la rencontre de Koupéla, initiée par la jeunesse de l'église évangélique Sim de Fadangourma. Une occasion de plus offerte à la jeune génération de marcher sur les pas de leur père afin de mieux accomplir l'œuvre de Dieu. C'est ainsi que se referme le journal. Merci de votre aimable attention. Excellente soirée en compagnie de la RTB.